Bienvenue à la 5e édition de la Journée de la philanthropie qui est organisée par la Fondation du Grand Montréal. J'ai commencé par vous remercier d'avoir répondu à l'invitation aussi nombreuses et nombreux. Je vais également reconnaître que nous sommes sur des territoires autochtones non cédés, remercier les nations Mohawk et Huron-Wendat de nous y accueillir. Cette année, la Fondation a choisi de mettre en lumière les pratiques innovantes en philanthropie et plus particulièrement celles qui se consacrent aux enfants. Nous dévoilerons ce soir une étude exploratoire qui dresse un portrait des organismes et des entreprises qui se concentrent sur le bien-être des 0-17 ans et qui sera présentée par la chercheure Juniper Grass. Mais avant cela, je vais d'abord céder la parole au président et directeur général de la Fondation du Grand Montréal, Monsieur Yvan Gauthier. Bonjour à vous tous. Bienvenue à cette 4e journée de la philanthropie. 4e journée parce que la Journée nationale de la philanthropie a été décrétée par le Parlement canadien en 2013. Welcome to all of you. Nous tenons cet événement, alors comme je l'ai dit tantôt, une journée plus tard que la date consacrée du 15 novembre. Il y avait mardi et mercredi cette semaine un grand sommet sur la philanthropie organisé par l'Institut Mallet, dans lequel sommet nous étions aussi engagés. Il y a eu beaucoup de discussions importantes et je ne peux certainement pas vous les résumer, mais ce fut un événement particulièrement mobilisateur qui a fait des constats intéressants. Parmi ceux-ci, le Canada se situe au 6e rang des pays du monde pour sa philanthropie. Et le Québec est en rattrapage important par rapport à la moyenne canadienne. Les dons par individu à Montréal ont atteint près de 600 millions en 2015, un chiffre en constante augmentation depuis les 5 dernières années. Nous avons à Montréal un contexte particulier. En fait, on a la chance d'avoir hérité de plusieurs cultures philanthropiques. Celle des Autochtones qui était basée sur un partage radical de la richesse, la notion de cumul de biens n'existe pas. Celle française qui était historiquement basée sur l'entraide et complémentaire au rôle important de l'Église et de l'État. La philanthropie anglaise, ambitieuse et stratégique, est basée surtout sur les entrepreneurs. La tradition philanthropique juive, très solidaire, et celle des communautés culturelles, plus discrètes, mais importantes dans la création d'institutions de leur communauté. Cet héritage fait qu'aujourd'hui, on compte 576 fondations privées à Montréal, 476 fondations publiques et 4785 œuvres de bienfaisance. Le Québec a d'ailleurs le plus haut total d'œuvres de bienfaisance par habitant au Canada. Les actifs des fondations totalisaient près de 12 milliards en 2015. Les actifs des fondations privées ont augmenté de 127 % et celles des fondations publiques de 48 % au cours des 10 dernières années. Voilà quelques éléments de ce rattrapage. Nous avons choisi cette année de dédier cette journée de la philanthropie à un thème spécial, celui de la philanthropie et de l'enfance. Vous vous souvenez, certains d'entre vous, que le 3 octobre dernier, la Fondation du Grand Montréal a lancé son rapport sur les signes vitaux des enfants du Grand Montréal, qui a mis en lumière des éléments à la fois de bonne santé, comme le font des signes vitaux, mais aussi des problèmes importants, dans un cadre d'objectifs de développement durable, le même qui a été adopté par 191 pays en 2015. Alors, vous avez certainement entendu le fait que, entre autres, que Montréal compte 37 % plus d'enfants qui souffrent de la faim par rapport aux autres grandes villes du Canada. Montréal compte 35 % des quartiers les plus pauvres au Canada. Il y a une augmentation importante des troubles mentaux chez les enfants, etc., etc. Cette publication est disponible sur notre site Web. Au cours de la production des signes vitaux, nous avons en parallèle
demandait à des groupes d'enfants d'exprimer leur vision et leurs souhaits de Montréal. Et nous tenons, c'est une petite publicité que je me permets, lundi prochain, au Musée des Beaux-Arts, une journée qui porte sur pourquoi il est important d'écouter la voix des enfants. Et dans le cadre de cette journée, nous allons remettre une publication qui exprime les souhaits des enfants pour Montréal directement à la nouvelle mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Alors, ce sera certainement un moment important pour tous les enfants qui auront pris le temps de faire entendre leur voix. Alors, vous comprendrez aussi que nous ayons choisi le thème de la relation entre la philanthropie et l'enfance comme thème de cette journée. 2017 est certainement une année de souvenirs, 375e, 150e, mais pour nous, c'est une année d'avenir. Et nous voulions faire un événement qui marque particulièrement notre vision des choses. We were interested to research on children and philanthropy, which was done by Juniper Glass. We also asked 3 organizations leaders working with children to present successful conditions for philanthropy. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à la Juniper Glass. Bonjour. Donc, en premier, ce que j'aime faire chaque fois que je fais une présentation, c'est que vous vous présentez. Donc, je vous demande de juste prendre 1 minute pour regarder autour, trouver quelqu'un que vous connaissez pas et vous introduisez. Oh, la même. Donc, comme vous voyez, le secteur dédié à l'enfance, vous faites partie, je pense, est très dynamique. Donc, on a commencé avec les organismes sans but lucratif, les organismes caritatifs qui sont voués à l'enfance pour voir un peu qui est là, combien d'organismes, dans quel secteur. Donc, évidemment, c'est très dynamique. On sait que le secteur communautaire à Montréal est très organisé. Il y a beaucoup de regroupements, de tables de quartier, des associations. Et ça, c'est très important, je pense, pour la philanthropie. On va en discuter plus tard. So, our community sector is very dedicated to providing services for children, but they also have quite a deep understanding of the importance of children's voice and children as agents in the community, of agents of change, the empowerment perspective. So in the report, which will be published eventually on the site of this study, we did look at each of these dimensions, the Sustainable Development Goals. Donc, dans Sing Vito aussi, on traite les Sustainable Development Goals, puis comment les enfants dans le Grand Montréal vivent ces enjeux-là, comme l'éducation formelle et informelle, la santé, les arts, la culture, le sport et la récréation, l'inclusion sociale et tout, économique aussi, l'inclusion économique. Donc,
il y a des secteurs qui sont plus touchés par la philanthropie, plus soutenus par la philanthropie que d'autres. Ça, c'est clair. Et on discute plus tard. Donc, so for the methodology, we looked mainly at data from Revenue Canada. We looked at some other things like Grant Connect. C'est une base de données de Imagine Canada. Donc, ils ont regardé un peu plus près les fondations et les corporations philanthropiques et où ils donnent et quels enjeux sont prioritaires pour eux. So we looked at that as well. Also, we looked at an existing opinion poll of Québécois about philanthropy and giving. We looked at lots of websites, especially the memberships of the regroupement, the alliances and coalitions that work with children. Il y a des limitations aussi parce que les données données à l'Agence de revenus du Canada sont souvent il y a des trous. Les organismes remplissent pas tous les champs, donc c'est un peu difficile des fois, mais on a fait quand même un gros portrait. An important point is that because of their size, universities and hospitals as well as Centre Jeunesse were not included in some of the data I'm about to present to you. Donc, il y a 3800 organismes caritatifs enregistrés dans le Grand Montréal. Ça, c'est pas les fondations privées, sont pas dedans, c'est juste les fondations publiques ou organismes de bienfaisance. Et parmi ceux, il y a 472 qui sont axés sur l'enfance. Mais comment est-ce qu'on a trouvé ces organismes-là? On a utilisé des mots-clés. Donc, ça aussi, c'est une limitation parce que s'il n'y a pas garçon, fille, enfant, jeunesse dans leur nom ou dans un champ qui décrit leur programme, ça ne va pas paraître. Mais c'est comme ça, la recherche. Donc, 12,4% de ces organismes sont axés sur l'enfance. Et souvent, c'est juste en partie. Ils vont faire plein de choses, des programmes pour les familles, pour les personnes sans abri, mais aussi un peu pour les jeunes, les enfants. At the same time, it's important to remember that many organizations working with children and for children in Montreal are actually not registered charities. So sans but lucratif, a nonprofit organization doesn't appear in this data. In fact, there's no data sets, there's no information available to the public unless you do a full-on research project and go and survey a bunch of them. You can't get information, which is sad because they do a lot in our community, and also they're much more numerous than registered charities. It also poses problems for philanthropy because if you're not a registered charity, you can't write a tax receipt. So often foundations and corporate donors say they can't work with you. It's not entirely true, but there's a lot more barriers to overcome. Donc, on a regardé pour ces 472 organismes quels sont leurs revenus. Donc, on voit comment il y a des petits et il y a vraiment des grands. Donc, la moyenne, c'est 1 million de revenus, mais la médiane, qui est it's the number in the middle where there's 50% lower and 50% higher, est 250 000 de revenus. Donc, quand on pense aux employés, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent-là? On voit qu'il y a vraiment des organismes de toute taille. And then we compared it with all of the registered charities in Greater Montreal. And there's one major difference, which is that the average is quite a bit higher, 2.7 million average as their annual budget.
il y a un sondage qui a été fait par Épisode, un organisme ici à Montréal, qui a trouvé que les secteurs les plus populaires pour les donateurs québécois, ça c'est les individus comme toi et moi. Premier, c'est la santé. Deuxième, c'est l'enfance et la jeunesse. Donc, il y avait presque 40% des gens qui ont dit oui, je fais des dons à des organismes axés sur l'enfance. Donc, évidemment, il y a beaucoup de campagnes. Donc, c'est ça qu'on voit dans le métro ou sur la télé. Il y a des campagnes à grande visibilité. Et il y en a beaucoup, en fait. In terms of fundraising campaigns, many of the big ones are actually related to children's well-being and children's causes. And there was an interesting poll in the same poll. They asked, which organizations are the most credible. Donc, il y en a beaucoup qui sont reliés à l'enfance. Donc, Piquet Souban est la célébrité la plus généreuse, perçue comme la plus généreuse. Et évidemment, il a fait une grande pledge envers l'hôpital des enfants. Tim Hortons aussi, la compagnie perçue comme la plus généreuse au Québec. Et on pense aux camps d'été qui soutiennent. Opération Enfants Soleil, c'est l'organisme caritatif en santé, jugé le plus crédible. Il y a aussi les 2 hôpitaux pour enfants qui sont dans la liste, très, très haut. Et puis, 3 of the top 6 most credible social service charities also focus on children. So, Club des petits déjeuners du Québec, la Fondation du Dr. Julien et Tel Jeune. So, this is small. You can't really see it that well. Mais c'était intéressant de comparer les sources de revenus des organismes axés sur l'enfance et tout le reste. Donc, oui, on a vu des différences, mais évidemment, pour chacun, c'est les fonds gouvernementaux qui sont les plus importants. Mais quand même, la philanthropie joue son rôle. And if you are from a community organization or a charitable organization, you will know that. You will agree that even if philanthropy, the gifts from companies, foundations, and individuals is relatively small, it's still very important because it allows us to do some of the more innovative things that we want to do. Donc, il y a 93 millions Donc, les hôpitaux sont vraiment dans leur monde propre à eux. So hospitals are a really important place where people who care about kids are giving. And just compared to what we saw before, which are more of the community organizations which received 15 or 16 million for all 472. We see that in 1 year, l'hôpital Sainte-Justine a reçu 32 millions de dollars en dons et Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants, 18,4 millions de dons. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, qui sont les donateurs? Voici les top 12, les 12 fondations qui ont donné le plus, les montants les plus significatifs. Et ce n'est pas étonnant du tout. Et la plupart d'eux sont ici, dans le Grand Montréal. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que presque 30% des fondations qui ont donné à ces organismes qui sont situés dans le Grand Montréal, et qui travaillent avec les enfants, il y avait 30% qui venaient d'ailleurs, pas le Québec, qui venaient de Toronto, de Alberta, de la Colombie-Britannique. Donc, il y a quelque chose, une histoire là qui est intéressante à poursuivre. Je n'ai pas trouvé la réponse, pourquoi. Donc,
voici mes opinions, parce que je m'intéresse beaucoup à la philanthropie et comment ça pourrait être jouer un rôle dans le changement social. Donc, quand on a regardé qui reçoit les dons et comment est-ce que ça pourrait être plus efficace, c'est quoi les pratiques innovatrices. Voici quelques constats que j'ai faits. Donc, il existe plusieurs opportunités qui permettront à la philanthropie vouée aux enfants d'étendre sa contribution au bien-être des enfants du Grand Montréal. Donc, le premier, c'est d'apprendre et de tisser les liens plus profonds avec les organismes et les réseaux communautaires du Grand Montréal. Parce qu'il y a tellement d'expertise là sur le terrain. L'autre, et j'entends souvent que les organismes communautaires trouvent ça difficile de créer des liens avec les donateurs corporatifs, donateurs majeurs et les fondations. C'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de capacité. L'autre, c'est d'explorer les possibilités de faire des dons aux organismes à but non lucratif. Donc, pas juste ceux qui sont des organismes caritatifs enregistrés. Donc, il y a des options, par exemple, il y a des legal agreements que les fondations peuvent faire. J'ai vu ça souvent dans ma carrière et c'est pour ceux qui veulent comme être un peu plus innovateur, prendre un petit plus de risques, mais quand même, ça peut ouvrir les portes du travail vraiment intéressant parce que, comme j'ai dit, je pense qu'il y a au moins 1000 organismes qui sont voués à l'enfance sans but lucratif dans notre belle région. L'autre, c'est de soutenir les réseaux d'organisations vouées à l'enfance afin de mieux défendre les changements des systèmes en place. Donc, il y a une tradition de plaidoyer au Québec, mais une fois encore, souvent, ils n'ont pas beaucoup de capacité ou de ressources. Donc, pour ce travail-là, pour changer les systèmes et plus attaquer aux causes des problèmes. Dans le même sens, investir dans l'établissement de la capacité organisationnelle des organismes voués à l'enfance, soutenir les organismes dans la création et l'augmentation d'approches innovantes, il y a beaucoup à faire là-bas, soutenir les initiatives portées par les communautés ethnoculturelles, immigrantes et autochtones, parce je crois qu'il y a vraiment un écart là. On n'investit pas autant, pas assez dans ces communautés. Puis ils ont vraiment beaucoup d'expertise. Soutenir les initiatives portées par les jeunes aussi. Donc voilà, on a combien de temps qui nous reste pour la période de questions? 2 minutes encore pour la présentation, pour les questions. 5 minutes? OK, parfait. Donc, ce que j'aimerais mieux faire que vous me posez des questions, en fait, c'est que vous en discutez un peu. C'est quoi un constat que vous avez fait pendant la présentation qui est un peu en lien avec votre travail ou votre philanthropie? Donc, une fois encore, je vais vous demander de trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et en discuter un peu d'un constat ou une question que vous avez et l'application pour votre travail. 5 minutes.
Bon, les 5 minutes sont écoulées, mais je vois que les discussions sont très vives. On va reprendre avec la deuxième partie de cette conférence. Je vais remercier Jeniper pour sa présentation. Moi, en tout cas, ça m'a appris pas mal de choses. Merci. Donc, la deuxième partie de cette soirée, nous allons accueillir 3 panélistes qui, tous les 3, sont impliqués depuis plusieurs années dans le travail philanthropique à travers des projets fort inspirants pour les jeunes et les enfants. Ils sont là pour partager avec vous ce soir leurs expertises. Je vais accueillir Madame Catherine Sharp. Catherine Sharp, vous êtes coprésidente du conseil exécutif du Cercle des jeunes leaders de la fondation du CHU Sainte-Justine et cofondatrice du triathlon d'hiver du CHU Sainte-Justine également. Je vous prie de prendre place. Ah, vous allez... J'allais présenter les 3 panélistes et puis ensuite... Merci. Ensuite, donc, j'accueillerai Monsieur Ali Nestor. Ali Nestor est ancien champion canadien des arts martiaux mixtes. Il est le fondateur de l'organisme Ali et les Princes de la rue. Depuis 15 ans, ce programme sport-études permet à des jeunes Montréalais en difficulté de raccrocher. Grâce à la boxe et aux arts martiaux, ils réussissent à terminer leur secondaire. La 3e panéliste est Holly McClellan. Donc, depuis 2010, Holly travaille avec Youth Philanthropy Initiative, un projet d'école secondaire récipiendaire de plusieurs prix et créé par la Fondation Toscan Casal, une fondation privée de Toronto. En 2016, Holly a aidé les fondateurs à établir YPA Canada en tant que fondation publique indépendante et est désormais la directrice générale de l'organisation. Je vais inviter également M. Yvan Gauthier, qui animera ce panel. Merci. Alors, on va inviter chacun des panélistes à faire une présentation de 5 à 10 minutes. Et moi, j'aurai quelques questions à leur poser suite à leur présentation. Et après, on pourra passer à vos questions et commentaires sur leur présentation. Alors, j'inviterai Catherine à présenter le sujet en premier. Merci infiniment pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. On va dire bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ce que c'est, le cercle des jeunes leaders de la Fondation CHU Sainte-Justine. Je vais aussi vous parler de la Fondation, vous expliquer un peu c'est quoi. Là, il me manque mon clicker. Est-ce que... Oh, il est en dessous. OK, parfait. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi le triathlon d'hiver, un événement que j'ai aidé à mettre sur pied il y a ça fait 13 ans. Alors, voici. La Fondation du CHU Sainte-Justine, la mission, en fait, c'est de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir aux enfants et aux futures mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de soins de santé au monde. La campagne qui vient juste de se terminer, on a célébré ça il y a 2 semaines, s'appelait « Plus, mieux, guérir ». Puis je pense que ça explique vraiment ce que l'hôpital et la Fondation cherchent à faire.
Donc, le Cercle des jeunes leaders, c'est un regroupement de jeunes qui a été mis sur pied en 1999. Le premier événement du Cercle a été, à l'époque, on appelait ça le bal du Mont-Royal parce que c'était une célébration qui se passait au Chalet de la Montagne. Maintenant, on appelle ça juste le bal de Sainte-Justine. Les personnes qui ont créé l'événement en 1999 se sont dit, on commence à être un petit peu plus vieux, on devrait essayer de se diversifier dans nos activités. Alors, c'est là que je me suis jointe au groupe en 2004. Et puis, on a pensé à comment on pouvait offrir à notre clientèle qui évoluait quelque chose de différent. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de mettre sur pied le triathlon d'hiver. C'était quelque chose qui était différent. Il n'y avait pas d'autres activités qui ressemblaient à ça, qui étaient sur le marché, si on veut. Alors, ça a été le triathlon. L'année suivante, on a créé Lueur d'espoir. Ça, c'était une activité qui était plutôt familiale. Je vais vous donner un petit peu plus de détails sur chacun des événements par la suite. Lueur d'espoir, en fait, c'est un événement familial. À chaque année, on offre une expérience qui est particulière pour les familles. Le nom Lueur, c'est venu parce qu'on avait offert une soirée de préouverture au jardin botanique. C'est la soirée des lanternes, donc Lueur d'espoir. Le nom est resté, mais l'expérience change d'année en année. Finalement, notre bébé, c'est le duathlon urbain qui a maintenant 7 ans. Et puis ça, c'est une course de Bixi et de course à pied qui se passe dans le Grand Montréal, dans le centre-ville de Montréal, pardon. Le Cercle, c'est un regroupement de 100 bénévoles, donc de 100 philanthropes engagés. Et puis, on travaille ensemble pour la même cause, donc pour les enfants et pour les mamans de Sainte-Justine. L'objectif du Cercle en ce moment, c'est de pouvoir remettre 8 millions au Centre d'excellence de soins intensifs du nouveau-né. On est rendu à 6 millions, un petit peu plus que 6 millions sur 8 dans notre programme. Alors, le CHU Sainte-Justine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus grand centre mère-enfant au Canada. Et puis, c'est le deuxième plus important centre pédiatrique en Amérique du Nord. C'est un membre du réseau de l'Université de Montréal. Et puis, c'est une incroyable place qui a 5 700 employés sous son parapluie, si on veut. Alors, des infirmiers, des infirmières, on a des professionnels en soins, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des chercheurs, des bénévoles, des stagiaires, des étudiants. Alors, c'est beaucoup de gens qui sont là à temps plein, puis qui travaillent tous pour une cause extraordinaire. Donc, je vous parlais un peu des différents événements qui tombent sous le parapluie du Cercle. Alors, les voici. Le triathlon d'hiver, c'est notre défi sportif nordique. En fait, avec notre triathlon, à chaque année, on amasse entre 5... Je dirais que notre sweet spot, si on veut, c'est à peu près 550 000 $. On a 360 participants qui viennent. Notre prochaine édition, c'est le 16 février 2018. Alors, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur le triathlon à la prochaine diapositive. Donc, duathlon urbain, on arrive à la 8e édition. Comme je vous disais, c'est la dernière des activités qu'on a ajoutées à notre portfolio. Ça se passe au centre-ville de Montréal, c'est très drôle. Les gens font la course ensemble, ils sont déguisés, c'est un beau moment. Et puis, ils se promènent en Bixi puis ils courent partout dans les rues du centre-ville. Alors, on a plus de gens qui participent, c'est à peu près 450 personnes. Et puis, l'année passée, on a été capable d'aller chercher 330 000 $ au mois de juin. Le bal de Sainte-Justine, notre premier événement, on va avoir notre prochaine édition au mois de mars. C'est à peu près 1000 personnes qui viennent au bal à chaque année. Et puis, l'année passée, on a été capable d'aller chercher 280 000 $.
Lueur d'espoir, je vous en ai parlé un petit peu. Cette année, on a notre 11e édition qui va être le 26 novembre prochain. On fait ça au Centre des sciences. Et puis, c'est un brunch avec un thème tropical là, pour les enfants, avec plein d'activités. On a du surf intérieur. Alors, c'est tout le temps une expérience assez spéciale pour les familles. Donc, le triathlon. Ça a été une idée qui est venue il y a à peu près il y a 13 ans. Ce qui arrive à chaque année, on fait ça au Parc Maisonneuve. On a 90 équipes qui viennent participer. Alors, on a un patineur, un fondeur, un skieur et puis un capitaine. Les participants prennent part à l'activité, mais aussi font une levée de fonds en parallèle. Et puis, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, comme je vous disais, c'est le 16 février prochain au Parc Maisonneuve. Alors, l'objectif pour cette année, donc l'édition de février, ça va être 550 000. L'édition de l'année passée, on a été capable d'aller chercher 560. Mais ce qui est vraiment important, puis je suis très fière de ça, c'est qu'on est à moins de 4 % de dépenses. On a énormément de commanditaires. On travaille très, très fort pour s'assurer que tous les sous qui nous sont donnés puissent aller à l'hôpital. Nos dépenses, ça ressemble à quoi? Bien, c'est des puces, des trucs pour vraiment nous permettre d'avoir un bon fonctionnement au triathlon. Mais le reste, on a des gens qui sont extrêmement généreux. Donc, on a toujours été en dessous de 4 % depuis la première année. Puis ça, c'est vraiment là, quelque chose dont je suis très, très fière. En 10 ans, on a amassé près de 5 millions de dollars, puis on a eu à peu près 3 000 participants qui sont venus à notre événement. Je trouve que c'est pas pire pour une petite course amicale dans le Parc Maisonneuve. On se disait, à partir de 2009, on se disait comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus de sous pour remettre à l'hôpital? Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, en 2009, Pierre Boivin était président du conseil de la Fondation. Et puis, on lui a parlé un peu de nos idées, comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher plus de sous. Et puis, on a mis sur pied le défi. Alors, Pierre Boivin a lancé le défi à tous d'aller chercher plus de sous. Et puis, ça a été ça, dans le fond, la levée de fonds en parallèle. Les gens s'inscrivent à notre triathlon et commencent leur levée de fonds. Il y a des gens qui ont des entreprises qui sont très généreuses et puis qui leur permettent d'avoir une équipe. Donc, on a beaucoup de gens du monde corporatif qui participent, mais il y a beaucoup de gens qui se créent leur propre équipe et puis, dans le fond, ils font des collectes de fonds pour aller payer leurs équipes puis aller chercher plus de sous par la suite. Depuis la mise sur pied du défi, on a amassé 2,6 millions de dollars de cette façon-là. Ça représente 58 % des revenus du triathlon depuis sa création. Et puis, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance et de place dans ce qu'on fait. En 2017, donc la dernière édition de février, le défi représentait 67 % des dons qu'on a remis à la fin. Donc, les choses dont je suis très, très fière, c'est le fait qu'on a presque on a très peu de dépenses. Je suis fière parce qu'on est capable d'assurer on travaille très fort pour avoir dans le fond, une pérennité puis une continuité au niveau de nos événements. Et puis, ben voilà, on mobilise toujours plus de gens pour aider les petits patients de Sainte-Justine et leur maman. Alors, voilà. Est-ce que j'avais une autre slide? Ben non. OK, merci. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai Ali McClellan. Oh, Ali ou Ali. Bonjour tout le monde. Première des choses, j'aimerais remercier la Fondation de m'avoir permis d'être ici. Félicitations à mes deux partenaires sur la scène. Félicitations pour votre bon travail. C'est un plaisir d'être parmi vous.
On va commencer avec une petite vidéo d'environ 2 minutes qui illustre un peu ce qu'on fait comme bon travail à l'organisme. Présentement, on se trouve à l'organisme Ali et les Princes de la Rue, qui est situé dans le quartier Saint-Michel. C'est un organisme qui existe déjà depuis plus d'une dizaine d'années, qui a pour but et mission de venir en aide aux jeunes en difficulté de tout genre. Notre outil premier est de pouvoir attirer ces jeunes-là par le sport. Par le sport, ces jeunes-là arrivent à se redécouvrir, ont une place où ils peuvent se défouler, ont une place où ils peuvent se valoriser. Donc, c'est beaucoup plus facile après ça, par la suite, de pouvoir travailler avec le jeune sur des points un peu plus grands. Donc, on passe par le sport pour ramener le jeune vers l'éducation. Par la suite, notre but, c'est d'emmener le jeune, tout dépend de ses difficultés. On a un programme scolaire qui se trouve ici. On a aussi l'aide aux devoirs qu'on offre aussi aux jeunes qui sont déjà inscrits dans d'autres écoles. On a un programme qui s'appelle Ressources à la suspension. Lorsqu'un jeune, exemple, est suspendu de son école régulière, bien, on peut accueillir le jeune pour plusieurs jours ou même plusieurs semaines. Cette année, on a réussi à avoir notre propre permis d'enseignement. Donc, officiellement, les Princes de la Rue possèdent une école alternative, mais c'est la seule école de ce genre dans toute l'Amérique du Nord qui se spécialise en sport de combat. La place des bénévoles est hyper importante. Donc, ces gens-là viennent donner de leur temps, donner de leur savoir à ces jeunes-là. Juste le fait que ce jeune en difficulté, ce jeune que peut-être a manqué d'affection ou d'amour dans sa vie, a quelqu'un qui s'assoit à côté de lui, qui est là pour l'épauler, c'est déjà un énorme geste. Donc, on ne pourra jamais assez remercier les bénévoles qui s'impliquent à l'organisme. Top. J'aime pas beaucoup parler devant une scène comme ça. J'avais préparé des notes, mais je préfère y aller live. La vidéo dit pas mal tout. Une des choses que la vidéo dit aussi, c'est que les bénévoles, comment que c'est important. Vous savez, il y a un dicton qui dit derrière tout homme, ça prend une grande dame. Mais je pense qu'aussi derrière tout organisme, ça prend de grandes personnes. On avait fait cette vidéo, je ne pensais pas que cette dame aurait été là, mais on avait fait cette vidéo pour rendre hommage à Mme Marie-Josée, qui est ici. Donc, j'aimerais la féliciter pendant qu'elle est ici. Donc l'organisme existe depuis près d'une quinzaine d'années. On a commencé les opérations à peu près en 2001. Donc, comme la vidéo le dit, ça a pour but de venir en aide à des jeunes en difficulté de tout genre. Lorsqu'on parle de difficulté, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit au niveau de l'apprentissage académique, au niveau du problème au niveau mental. Donc, le but de l'organisme est de pouvoir justement donner un refuge aux jeunes. Notre outil premier est les sports de combat, donc les arts martiaux, qui leur permet de canaliser leur énergie, leur redonne confiance, leur redonne beaucoup plus de valeur en eux-mêmes. Par la suite, on se sert de cet outil pour les ramener sur un banc d'école, donc les ramener vers l'éducation ou tout simplement faire de la prévention. Donc, on commence la prévention dès l'âge de 5, 6 ans, 7 ans. Donc, on commence avec de l'aide aux devoirs. Les jeunes qui ont décroché, on a un programme pour les raccrocher à l'école. Un de nos derniers programmes qu'on a mis sur pied, c'était le programme scolaire. On l'a mis sur pied en 2010. Donc, cette année, on a réussi à avoir un permis officiel d'enseignement. Donc, ça a été une grande victoire pour nous. Donc, on a réussi à prouver que oui, grâce aux arts martiaux, qu'on pouvait permettre à un jeune de se recentrer. Et lorsqu'on parle de victoire, voyez-vous, aujourd'hui, on est assez fiers de dire qu'on a des jeunes qui ont
On a même un jeune cette année qui s'est lancé en politique. Et ça, c'est un jeune, lorsqu'il est rentré chez nous, il avait un secondaire 2. Et l'école régulière dans laquelle il était disait qu'il était peine perdue. On a des jeunes qui sont devenus pompiers, on a des jeunes qui sont devenus maintenant intervenants. Donc, c'est un travail qu'on mène de façon ardue depuis plusieurs années. On est une belle équipe et beaucoup de bénévoles qui ont le cœur sur la main, donc qui nous permet de travailler tous les jours pour permettre à ces jeunes de réussir. Un de nos derniers victoires aussi, cette année, on a réussi à faire une levée de fonds. Et puis, voyez-vous, bon, ça fait plusieurs années qu'on travaille fort justement pour faire reconnaître l'importance de notre travail. Et voilà, quelques années auparavant, on avait essayé plusieurs types d'événements, des soupers bénéfices, mais rien qui ressemblait à l'image de l'organisme. Et puis, je dirais peut-être, voilà, 5 ans en arrière, à cette époque-là, il était seulement député. Alors, c'était M. Trudeau, puis il s'entraîne avec moi depuis déjà près de 8 ans. Puis, pendant qu'on était en séance de boxe dans le ring, on était en train de boxer. Et c'est là qu'un flash m'est venu de faire une espèce de soirée qui s'appellerait 12 rounds pour les princes, où ce qu'on amènerait des personnalités de tout milieu à venir boxer pour les princes. Et puis, il m'avait dit oui, il était d'accord. Et donc, on a décidé de mettre ça sur pied. Sauf que lorsque j'ai décidé de mettre ça sur pied, voilà à peine 2 ans, là, il était devenu premier ministre. Alors, j'étais extrêmement mal à l'aise d'aller lui demander, parce que là, je l'avais demandé à l'époque à un député. Et là, vu l'agenda qu'il avait maintenant, et à l'époque, c'était quelqu'un qui s'entraînait avec moi 2 fois, 3 fois, des fois 4 fois par semaine. Et depuis qu'il était devenu premier ministre, je pouvais peut-être le voir 2 fois, 3 fois, 4 fois dans une année. Donc, j'étais extrêmement mal à l'aise de lui demander. Mais lorsqu'on a commencé à mettre toute l'opération en œuvre, et puis c'est la maison de communication avec qui que je faisais affaire, je leur avais dit que cette idée-là, je l'avais eue en m'entraînant avec M. le Premier ministre. Puis là, ils m'ont dit, il faut qu'on lui demande. Si tu ne lui demandes pas, on va lui demander. Alors, c'est là que j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé à son attaché. Et de là, Justin est venu me voir, il m'a demandé comment ça se fait. Bon, à vrai dire, il m'a expliqué un peu qu'il aurait été déçu que je ne l'inclue pas dedans, à ma grande surprise. Donc, on a pu faire l'événement. L'événement a eu lieu dernièrement, au mois d'août. Ça a été un bel événement pour moi et je pense pour la majorité des gens qui étaient là. Ça a été un événement d'inclusion. Voyez-vous, on lutte contre l'exclusion et ça a été un événement d'inclusion parce que, voyez-vous, il y a eu plusieurs corps politiques qui étaient là. Donc, des gens qui ne se fréquentent pas nécessairement dans la vie de tous les jours, qui ne se disent pas nécessairement bonjour dans la vie de tous les jours. Mais tout le monde, il y avait des gens qui étaient de différents partis politiques. Voyez-vous, un de mes meilleurs amis, à vrai dire, mon meilleur ami, est un séparatiste. Moi, je ne le suis pas. Son nom, c'est Dan Bira. Et il me coachait à côté de Justin Trudeau. Et pour cette soirée, ils ont été les meilleurs amis du monde. Alors, voyez-vous, donc c'est une forme d'inclusion. Donc, ça a été une belle soirée. Voyez-vous, dans les dernières années, lorsqu'on avait fait des événements, on réussissait à amasser des coûts de 5 000, 6 000 pour du 6 mois de travail. Donc, pour nous, ça a été une grande réussite parce qu'on a réussi à amasser près de 65 000 pour cet événement. Donc, oui, grâce à notre bon travail. Mais grâce à tout notre organisme, tous les gens qui travaillent avec nous, grâce aux jeunes qui nous ont fait confiance, grâce au public qui nous ont apporté leur aide, notre soutien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas besoin de texte, effectivement. Alors, j'inviterai Ali McLean.
Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Holly McClellan. Je suis la directrice exécutive de YPI Canada. I think there's some slides. Do you want to put them on? Je suis un colon de l'Ontario. Je suis reconnaissante d'être sur cette terre non cédée et je suis engagée dans le chemin de la réconciliation au Canada. Désolée, I am an Anglophone, but I love French speakers. My husband and 2 kids are Francophone, and I need to learn more quickly because I'm starting to get left out of all the blagues. Mon nouveau ami Alex will be translating. Alors, désolé, je suis une anglophone, mais je suis francophile. Mon mari et mes enfants sont francophones, et donc je suis habitué d'être la seule non francophone dans la pièce. J'apprends lentement, mais je dois me rattraper parce que je commence à manquer beaucoup trop de blagues. I'm learning very quickly that it takes 2 people to do the work of one bilingual person. J'apprends rapidement que ça prend 2 personnes pour faire le travail d'une bilingue. And then with all 3 of us, we can go very far. Thank you all for being here. It means a lot that you're here. Thank you to Fondation du Grand Montréal and to Juniper and to Catherine and Ali. Thank you so much. And mon nouveau ami Alex et, Alors, merci vous aussi. d'être ici avec nous. C'est très touchant. J'apprécie beaucoup. Merci à la Fondation du Grand Montréal, à Juniper, Catherine et Ali. Before I begin, I would like to ask you a few questions. What is breaking your heart in Montreal? And what is giving you hope? And what can you do to help? Alors, avant de commencer, on va vous poser 3 questions. Qu'est-ce qui vous brise le cœur à Montréal? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider? I invite you to please share your answers with someone close to you, maybe someone you haven't met. I'll give you just a moment to do that. Je vous invite donc de prendre un petit moment, partager vos réponses avec les gens autour, peut-être que des gens que vous ne connaissez pas, et prenez le temps d'écouter aussi. Merci. Merci. Yeah? Okay, great. Feel free. Perfect, thank you. Je suis un interprète français-anglais. Oui, c'est ça, mais chacun son travail. Moi, je les interprète au bout. C'est pas facile ce que vous faites. C'est probablement... Je pense que c'est les messes, mais c'est ça, je pense que chacun nos forces. Les langues oranges, je pourrais En tout cas, What time would you like me to stop? Pardon me? 7 minutes. Merci à vous, merci. I opened the floodgates. Merci. Thank you for sharing and listening merci to de each other. partager et de vous écouter les uns les autres. Clearly, there's a lot of work to do, and there's a lot of people who care. And I want to assure you that young people care deeply about the problems and solutions in Montreal and all across Canada. Merci d'écouter, de vous écouter les uns les autres. Clairement, il y a beaucoup de travail à faire, mais aussi beaucoup de gens qui se préoccupent de ce qui se passe. Et je veux vous assurer que les jeunes au Canada et à Montréal se préoccupent beaucoup des problèmes ici à Montréal et à travers la nation. I'm excited to introduce you to the Youth and Philanthropy Initiative. It's a unique grant-making charity that I absolutely love.
We do grant making with a pretty big twist. It started off with the idea that grant making can be inclusive and transformative for young people and communities. It was created in 2002 by the Toscan Casale Foundation, a private family foundation in Toronto, and the same family that founded MAC Cosmetics and the MAC AIDS Fund. Alors, je suis excité de vous présenter YPI, Youth Philanthropy Initiative. C'est une œuvre caritative unique en son genre qui donne des subventions, qui aide les gens à avoir des subventions. Ça me donne beaucoup d'espoir et j'aime beaucoup la fondation. C'est une idée qui dit que la subvention peut être inclusive et transformative pour les communautés et les jeunes. Et ça a été créé en 2002 par la Toscan Casale Foundation, une fondation familiale privée à Toronto, la même famille qui a fondé MAC Cosmetics et MAC AIDS Fund. And when they sold their company, they wanted to find a way to give back to communities that they didn't live in a way that would have a lasting impact. They wanted to make people feel connected to the issues that mattered to them and to their communities, just like HIV/AIDS really meant a lot to them. Alors, quand la famille a vendu leur entreprise MAC, ils voulaient trouver une façon d'appuyer et d'aider les services sociaux dans les communautés à travers le Canada qui aurait le plus d'impact possible. Ils voulaient que les gens se sentent connectés aux enjeux, aux questions qui étaient importantes pour eux et comme ils étaient connectés à la question de VIH et le sida. Ils ont donc décidé de lancer cette fondation pour aider les communautés qu'ils ne connaissaient pas ou peu. Merci. And so what they decided to do was let young people decide where all their money would go. Since that decision 15 years ago, YPI has connected 500,000 teenagers to philanthropy in 5 countries. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de demander aux jeunes à travers le pays de décider où chaque dollar et chaque sou serait dépensé dans leur communauté. Depuis cette décision, il y a 15 ans, YPI a connecté plus de 500 000 jeunes de 15 ans à la philanthropie, et à 2000 œuvres caritatives et dans 5 pays à travers le monde. This year, my team and I are working with 20,000 secondary school students, hundreds of educators, thousands of local charities, and dozens of funding partners across Canada. Together, we are on a mission to grow compassionate communities by connecting young people to social issues, local charities, and philanthropy at a pivotal stage in their adolescence. Cette année, mon équipe et moi, nous travaillons avec plus de 20 000 étudiants du secondaire, des centaines d'éducateurs, des milliers d'œuvres caritatives locales et des douzaines de partenaires de levée de fonds à travers le Canada. Ensemble, nous avons une mission pour faire croître les communautés de compassion en connectant les jeunes à des enjeux sociaux, à des œuvres locales et à la philanthropie à un âge très important de leur adolescence. It's an innovative way to get grants to diverse social services in a way that creates the conditions for systemic social change. For every $5,000 grant we give to an organization, 200 students, on average, learn about issues affecting their community. They go out and visit the organizations that are doing work on the front lines of social justice in their communities. A school builds a culture of compassion and community service, and 1,000 other people learn from the students about the social issues that are going on right around them. Alors, YPI est une stratégie innovatrice pour donner des subventions à différentes œuvres caritatives qui donnent des services sociaux d'une façon qui crée des conditions gagnantes de changement systémique au niveau social. Pour chaque 5 000 $ de subvention qui est donnée à travers YPI,
Une moyenne de 200 étudiants complètent une expérience véritable, une vraie expérience de vie qui leur donne un sens de devoir et connecte leur relation avec leur capacité, leur caractère, leur confiance, leur empathie. Et c'est une école où on bâtit une culture de compassion et de service communautaire. Et 1000 membres de la communauté apprennent sur les enjeux sociaux et les œuvres caritatives qui sont importantes pour les jeunes et pour les communautés. I share the impacts related to one grant just to demonstrate the ripple effect that comes with sharing real power and real money with young people. What we've learned and what we've measured is how powerful young people are when you invite them and include them as real stakeholders in real issues in real time. When they have an opportunity to be ethical, not theoretical, they rise to the challenge. They listen to their community, and then they teach their classmates, their parents, and their friends about big issues like housing, discrimination, accessibility, employment, mental health, domestic violence, and hunger. Their visit with charity staff is like flipping on a switch. They have become outspoken in appreciation of their work in a sector they barely knew existed. They tell us they didn't know so many people cared and that it makes them really proud of their community. They want to know what is being done right now and what they can do to help. They're learning the real costs of real impact, and they are learning how to challenge the attitudes and behaviors that have allowed inequalities to deepen. Alors, je partage les impacts reliés à une subvention seulement pour démontrer l'effet de cascade qui se produit quand on partage le vrai pouvoir des œuvres caritatives et le pouvoir de ce qu'on peut faire avec un peu d'argent avec les jeunes. Ce qu'on a appris, ce qu'on a mesuré, c'est la puissance des jeunes quand on les invite et quand on les inclut comme des vrais participants dans les vrais enjeux sociaux en temps réel. Ils ont une occasion d'être éthiques et non théorétiques. Ils ont la chance de relever le défi d'écouter leur communauté. Ils transmettent à leurs camarades de classe, à leurs parents, les amis, des informations sur les enjeux importants comme le logement, la discrimination, l'accessibilité, l'emploi, la santé mentale, la violence conjugale, la faim, par exemple. Et leur visite avec les membres de l'œuvre caritative, c'est comme claquer des doigts. Ils deviennent éveillés, ils communiquent sur leur appréciation de notre travail dans un secteur qu'ils ne connaissaient à peine. Ils nous disent qu'ils ne savaient pas que autant de personnes se préoccupent d'eux et qu'ils se sentent très fiers de leur communauté. Ils veulent savoir ce qu'on fait dans la communauté maintenant et comment ils peuvent aider. Ils apprennent le vrai coût, le vrai impact de ce qui se passe autour d'eux. Ils apprennent à mettre au défi les attitudes et les comportements qui ont permis à l'égalité de croître. We are at a powerful moment in our history. We are tackling major challenges this decade, but we have the chance to transform our future. YPI is not alone in the youth philanthropy field. It's an emerging movement among family foundations, community foundations, government programs, and school-based projects like ours who see young people not just as potential beneficiaries of philanthropy, but as leaders and assets, helping to bring about transformational change in their communities, themselves, and the ways grant makers work. Young people will change philanthropy as we know it. Nous sommes à un moment important dans l'histoire. Nous faisons face à des défis important durant cette décennie et on a la chance de transformer l'avenir. On a une occasion importante maintenant et c'est comment nous, quand et comment, avec nos interventions, nous allons travailler avec les jeunes. YPI n'est pas seul dans la philanthropie visée vers les jeunes. Youth Pill est un mouvement international en émergence dans les fondations familiales, les fondations communautaires, les programmes gouvernementaux et les projets dans les écoles comme le nôtre. On veut voir que les jeunes ne sont pas juste des bénéficiaires potentiels de la philanthropie, mais des leaders et de vrais actifs qui vont nous aider à amener le changement transformatif dans leur communauté, en eux-mêmes et avec les subventions. Les jeunes sont en train de changer et changeront continuellement la philanthropie telle qu'on la connaît aujourd'hui.
So I'll leave you with 3 final questions as a way for you to think about how you can help young people in philanthropy. Is your philanthropy helping them build purpose? Is your philanthropy helping them build relationships? And is your philanthropy helping to build momentum? Thank you so much. Alors, je vous laisse avec 3 questions sur la philanthropie qui vont vous faire réfléchir. Est-ce que votre philanthropie appuie du travail chez eux qui leur donne un objectif, qui leur donne un but dans la vie? Est-ce que votre philanthropie aide à bâtir des relations humaines? Est-ce que votre philanthropie bâtit du momentum, bâtit un air d'aller? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ali. Moi, je vais simplement poser une seule question, puis après, je vais vous laisser la place. Ma question pour les 3 panélistes, si vous aviez identifié le facteur de succès de votre projet, facteur de succès, là, si cette brique n'est pas là, tout s'effondre. Parmi les facteurs de succès, là, il y en a un pivot. Alors, puis en même temps, j'ai le goût de vous poser la question quand on fait un projet, il y a une zone de risque. L'échec est toujours possible. Et comment vous évaluez? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites « oui, on y va », malgré la difficulté de l'objectif à atteindre? Donc, facteur de succès et comment vous analysez votre risque? En toute sincérité, j'ai jamais analysé le risque. Comme un bon désarmature. J'ai foncé aveuglement. Tout ce que je savais, c'était que pour moi, il était inconcevable que des jeunes aient des difficultés et que personne décide de leur donner une chance de réussir dans la vie. Donc, j'avais rien calculé. Tout ce que j'avais, c'était la conviction. Et je pense que souvent, les gens qui partent des organismes, c'est beaucoup ce qu'ils ont. Ils ont la conviction, ils croient en leur projet et partent avec 0 de finances ou moins que 0. Et c'est tranquillement de s'associer à des gens qui vont finir par, effectivement, par croire en leur projet. Donc, moi, personnellement, si je parle pour moi, je ne connaissais même pas les risques. Tout ce que je ne savais même pas, en toute sincérité, je ne savais même pas que je partais une entreprise. Donc, c'est quand j'ai commencé à voir les factures arriver que j'ai su dans quoi je m'embarquais. Donc, je savais que j'avais envie d'aider et que je m'étais donné ça comme mission. Mais me dire que je devais monter un plan d'affaires, me structurer, j'avais rien de tout ça. J'ai dû encore retourner sur un banc d'école pour prendre des cours d'administration et tout, pour vraiment bâtir comme il faut mon organisme. Et de votre réponse, je déduis que votre facteur de succès, c'est la détermination. Ça a été conviction, détermination et croire en mon rêve, quoi. Catherine? De mon côté, c'est vraiment d'assurer une pérennité et une relève. On est un gros groupe, on a 100 bénévoles. C'est des personnes qui travaillent extrêmement fort, mais c'est du bénévolat.
Donc, il faut apprendre à, dans le fond, mobiliser les gens, s'assurer que tout le monde travaille fort, mais c'est du bénévolat, dans le sens que c'est ça pour moi. Le risque, c'est de ne pas avoir les gens pour continuer à faire avancer tous nos projets, nos activités. Fait que mon souci, là, c'est la relève. On travaille très fort pour assurer qu'il y ait une continuité, un transfert de connaissances, une relève. On travaille avec des sous-comités, des coprésidences, même au niveau du cercle, on est en train de mettre une structure avec une facette RH pour assurer un bon onboarding pour les nouvelles personnes, placer les bons bénévoles dans les bonnes activités selon leurs désirs, c'est ça, leurs désirs, puis ce qui vient les chercher. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment, là, si on n'a pas la relève, c'est fini. It's a good segue. See, what you're saying is exactly our experience as well. When we started as a private family foundation, the family was able to do whatever they wanted. They could take the risks. They could say, yes, young people are allowed to decide where they go, where the grants go. Alors, quand on a commencé, ce n'était pas notre expérience, c'était les jeunes qui décidaient ce qu'on faisait avec l'argent. Donc, on n'avait pas cette expérience de décider quoi faire avec l'argent, c'était les jeunes qui décidaient ça. And so it was the conviction and determination that Ali is describing that started with our founder and has permeated through our organization as we launched as a public foundation just a year ago. Et c'est donc la détermination et la croyance profonde que mon collègue Ali mentionnait qui a vraiment transporté la fondation, qui est partie de la famille, qui a lancé cette fondation-là et qui s'est traduite à travers la fondation qu'on a lancée il y a quelques années. For us, the factors for success would be making sure that the young people build real relationships in the community and that they're given the choice to decide what matters to them. Pour nous, donc, les facteurs de succès, c'est donner la chance aux jeunes de bâtir de relations solides dans la communauté et leur donner le choix de décider ce qu'ils veulent faire avec l'argent, ce qui est important pour eux. Mm-hmm. And I'd say our program is, it's not so much a youth development program as it is a community development program led by young people. And so that focus has kept as we launched away from the private foundation, it kept us very focused on the journey that we're on. We are about social impact and engaging young people in social impact, and that's where the real magic happens. Alors, quand on a commencé tout ça, on s'est dit que ce n'était pas une fondation nécessairement pour développer les jeunes. C'est une fondation où les jeunes se développent en aidant la communauté. Et tout ça, ça a commencé par la famille, comme j'ai dit, qui a lancé la fondation. Et à mesure qu'on a commencé et qu'on s'est éloigné de la famille qui prenait les décisions directement et que c'était les jeunes qui ont pris la relève, ce sont eux vraiment qui ont pris leur envol et qui ont pu donner vie à la fondation. Merci beaucoup. Alors, questions, commentaires de votre part suite à ces trois expériences qui se ressemblent, mais qui sont aussi très différentes à bien des niveaux? On est vraiment chanceux. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent donner de leur temps à Sainte-Justine. Je pense que c'est une cause qui est très connue, qui rayonne de façon remarquable à Montréal. Donc, on a vraiment un processus d'entrevue pour avoir des personnes qui sont là pour les bonnes raisons.
On rit toujours parce que je dis, je veux pas de teneur de chèque. C'est le terme que j'ai trouvé pour les gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, puis qui font juste se présenter à la fin pour être dans la photo, puis ça m'apporte absolument rien. Donc, on veut des gens qui sont engagés, qui sont là pour les bonnes raisons. C'est ça, qui sont là vraiment pour la cause. Une des choses avec Sainte-Justine, c'est qu'on sait où vont les sous. Que ce soit nos bénévoles ou nos donateurs, on fait des visites de l'hôpital, on rencontre les familles des petits patients. Fait que c'est ça, on le voit tout de suite, les gens qui tiennent à la cause, qui tiennent aux familles. Le nombre de fois que j'ai rencontré des mamans qui sont effondrées dans mes bras, puis merci, puis je veux dire, surtout là, on travaille avec le groupe de néonates, c'est vraiment des excusez, je ne vais pas me mettre à pleurer, je m'excuse. C'est vraiment des tout petits bébés. Fait que quelqu'un qui n'est pas là pour les bonnes raisons, on le sait tout de suite. Donc, on a beaucoup de gens qui veulent travailler avec nous, mais c'est encore une fois de trouver les bonnes personnes. Puis on le sent assez vite. Il y a des gens qui sont, des mamans qui veulent travailler avec d'autres mamans, bien, on va y aller plus vers notre brunch familial de lueur d'espoir. Si on a des gens qui sont un petit peu plus jeunes, puis qui aiment ça organiser des parties, mais on va passer au bal. Alors, on place les gens selon l'intérêt, mais surtout, il y a un premier filtre qui est fait au niveau des intentions de la personne, puis c'est ça. Mais on est vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Alors, c'est ça. Peut-être de vos deux expériences, vous utilisez le sport. Vous avez des personnalités que vous associez, puis vous faites vivre des expériences à vos bénévoles. Pour les deux, est-ce qu'il y a 3 points, en tout cas, qui ressemblent au projet que vous menez? Commentaires, questions? Oui? Il y a une personne à l'arrière. Alors, Amina Kalash de la Fondation Emma Québec, un grand merci pour vos discours parce que c'est très sincère et très authentique. C'est ce que veulent comme relation tous ceux qui ont le cœur à donner, donc au niveau des jeunes, au niveau des enfants, au niveau de l'enfance. Mais un grand remerciement à Ali parce que c'est quand même extrêmement difficile d'avoir une petite équipe, d'avoir autant d'ambition et d'avoir autant de défis à relever avec très peu de moyens, j'imagine, et de réussir avec cette relation extrêmement authentique de mobiliser quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a partagé une partie de boxe, un entraînement, et qui a répondu oui. C'est une relation authentique et sincère qui se construit avec n'importe quel donateur qui est, je dirais, extrêmement sincère. Voilà, c'est ça que je retiens de vos 3 discours et merci beaucoup. Merci. Oui. Au tout départ, lorsqu'on a commencé notre programme scolaire en 2010, on était relié à plusieurs écoles de la commission scolaire. Donc, tout jeune qui était en difficulté d'apprentissage, mais surtout de comportement, on nous envoyait ces jeunes-là. Ça pouvait aller de quelques jours à toute l'année. Donc, ces jeunes-là avaient besoin d'un encadrement un peu plus particulier. Et ce qui aidait avant tout à ressourcer ces jeunes-là, justement, c'était ce sport qui était les arts martiaux qui pouvaient les amener à se recentrer. Et donc, de fil en aiguille, le programme a fait ses preuves. Évidemment, le but était de vraiment pouvoir devenir une institution officielle d'enseignement. Et puis, on a été sous la tutelle de plusieurs écoles pendant plusieurs années.
Dans notre secteur, il y a, exemple, Louis-Joseph Papineau, il y a François Perrault, Calissa Lavallée qui est un peu plus loin, Georges Vanier, Père Marquette. Donc, toutes ces écoles-là, lorsqu'ils ont un jeune, pour X raisons, a de la difficulté, donc peut-être c'est l'encadrement régulier, trop difficile, trop grande pour eux. Et ces jeunes-là, on nous les amène. Donc, et depuis plusieurs années, justement, lorsqu'on a réussi à avoir notre partenariat, donc lorsqu'on a réussi à avoir, notre permis d'enseignement, c'était une des questions justement que les écoles se posaient. Est-ce qu'on allait pouvoir continuer à leur donner ce service? Parce que maintenant, on est devenu une institution, donc on a nos élèves qui font partie de notre propre programme sport-études. Donc, ces jeunes-là sont là du matin, exemple, de 9h à 15h30, mais on continue à desservir les autres écoles qui ont de la difficulté. Donc, notre programme officiel, c'est pour des jeunes qui ont entre 16 et 25. Mais on reçoit des jeunes qui ont, exemple, 14-15 ans qui viennent de d'autres écoles parce que, bon, le décrochage commence toujours plus tôt. Même que là, ce qu'on espère l'année prochaine, pouvoir recevoir notre permis d'enseignement pour pouvoir, comment je pourrais dire, avoir le programme dès l'âge de 12 ans. Donc, là, vraiment, c'est la meilleure façon de prévenir au niveau décrochage lorsqu'on les prend dès la 6e année ou le secondaire 1. Bonsoir, j'ai Pierre Couture de Fil Communication. Je voulais remercier la Fondation du Grand Montréal pour la qualité des présentations. C'était très varié. La plus grande fondation au Montréal avec la Sainte-Justine et le bel exemple d'Ali, c'était vraiment intéressant. Ma question revient peut-être plus un peu à la présentation qu'on a eue sur l'environnement économique des organisations. Peut-être plus à vous la question, M. Gauthier. On sent qu'il y a peut-être plus d'organisations qui sont un peu qui, pour eux, la pérennité, c'est vraiment une question quotidienne d'assurer la survie de l'organisation. Qui peut être le champion à Montréal pour prendre le leadership sur aider ces organisations peut-être à combiner des services, à s'assurer qu'ils peuvent continuer à offrir leurs services? Quand on parle d'une médiane à 250 000 $, c'est très peu pour une organisation. Donc, moi, je lance peut-être un peu un défi à dire, bon, mais qui on peut mobiliser pour assurer qu'on ne pourrait pas mettre des ressources en commun pour ces organisations-là qui puissent survivre et assurer un service à notre communauté? Et c'est là ma question. Hier, au sommet de la philanthropie, c'est le message que Centraide a lancé. Vous avez vu le nombre d'organismes sans but lucratif de bienfaisance qui existent à Montréal. Au Québec, c'est la plus grande quantité d'organismes par habitant au Canada. Et la pression sur les fondations, paliers gouvernementaux, elle est évidemment très forte. Et il y a toujours, Centraide donnait l'exemple qu'ils avaient 18 organisations régionales. L'an passé, ils ont réduit à 11, tout en maintenant les services dans toutes les régions. Mais la question se pose pour partout, pour tout le monde, dans mesure où c'est pertinent, parce qu'on ne peut pas tout fusionner non plus. Mais ça s'appelle un projet, puis derrière le projet, je ne peux pas manquer de dire, la réponse est toujours la même qui a été évoquée tantôt. Ça prend quelqu'un qui est déterminé à ce que ça arrive. Ce n'est pas une thèse de maîtrise qui va convaincre personne que c'est une bonne idée. Ce n'est pas le message de quelqu'un, c'est quelqu'un qui dit, nous, on est trois pareils, on fait la même chose, puis on va fusionner ensemble. Alors, je pense qu'on ne peut pas échapper à cette règle-là de il y a une personne au point de départ qui pense que c'est la bonne idée. Là, pour ce soir. Au cocktail, on pourra en reparler. Il y avait, oui, une autre question ou un commentaire. J'ai vu quelqu'un. Oui,
je suis rendue Oui, ici. merci. Bonsoir, Émilie Chabot du Conseil des arts de Montréal. Merci à la Fondation d'avoir identifié des gens de qualité comme vous avec des projets si inspirants. Donc, merci d'avoir partagé vos projets avec nous. 2 questions. La première, en fait, l'expertise de Sainte-Justine, la Fondation du CHU Sainte-Justine en collecte de fonds est impressionnante et donc une force incroyable. Est-ce que vous envisagez en fait de faire peut-être du mentorat avec des plus petites organisations qui aimeraient peut-être bénéficier ou auraient besoin de bénéficier de votre expertise et de donc vos apprentissages en collecte de fonds? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà ou est-ce que vous pourriez l'envisager? Ce serait la première question. Puis la deuxième qui s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'il y aurait à explorer peut-être, ou peut-être vous le faites également déjà, des activités de collecte de fonds qui réunissent peut-être 2 causes qui s'adressent aux mêmes personnes, donc aux jeunes, mais qui pourraient explorer, par exemple, le sport et les arts? Est-ce qu'il y a dans ces zones de collaboration-là, entre secteurs, dans la philanthropie, la possibilité de mobiliser peut-être des communautés de donateurs, de ramasser peut-être plus d'argent ou de le faire différemment, mais qui pourraient profiter donc à un ensemble? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous faites déjà ou est-ce que ça pourrait être envisagé? Voilà. Merci. Je vais prendre la portion Sainte-Justine. Je peux vous dire que oui, il y a beaucoup. En fait, il n'y a pas une journée qui passe sans que la Fondation reçoive des appels pour des conseils, des partages d'idées, de comment s'organiser, comment faire ci, ça. Donc ça, puis la Fondation est toujours disponible pour répondre aux questions. On reçoit des gens, on rencontre des gens. C'est sûr que c'est une fondation qui est très, très, très solide. Donc oui, le mentorat, pour moi, personnellement, absolument, n'importe qui veut me parler, je le fais dans ma sphère professionnelle. Ça me fait plaisir de le faire en philanthropie aussi. Je l'ai déjà fait, je rencontre des gens. Je les guide. Donc, c'est ça. Sainte-Justine est absolument... la Fondation du CHU Sainte-Justine est absolument ouverte à donner des conseils. Elle le fait déjà. Pour ce qui est de marier des causes, on s'est déjà fait approcher, puis on regarde certaines possibilités, oui, de pouvoir travailler ensemble et remettre... je parle du cercle, puis remettre à d'autres causes. Donc... oui, c'est quelque chose qui se fait, qui se discute. On est toujours ouvert à différentes façons de mobiliser les gens, de mobiliser la communauté montréalaise. On est hyper chanceux parce que Montréal, c'est une ville qui est très dynamique et qui est très ouverte. Ouverte à différents projets, à différentes idées. On a la chance de pouvoir proposer des événements qui sont différents, puis c'est toujours bien reçu. Donc, cette ouverture-là et ce dynamisme-là et ce renouveau en matière de philanthropie, bien, on est chanceux, on l'a à Montréal. Donc, j'espère que ça répond à votre question. OK, parfait. Merci d'avoir amené cette question. Dans les prochaines semaines, je vais demander à mon département de la philanthropie de rentrer en contact avec Sainte-Justine. C'est sûr. On peut même aller luncher. Parfait. Et effectivement, on a eu l'honneur dans le passé de faire des fusions de programmes, exemple avec le docteur Julien, la Fondation du docteur Julien. Et ça fait déjà près d'une dizaine d'années qu'on travaille avec eux. On a monté un programme qui s'appelle Gestion colère. Donc, on le sait que la Fondation du docteur Julien travaille beaucoup avec des jeunes qui ont, exemple, des jeunes qui ont en bas de 12 ans, quoi. Donc, on a un groupe qu'on reçoit qui ont entre 8 et 14-15 ans. Ce sont des jeunes qui ont des différents types de difficultés à l'école et à la maison, dont souvent les parents eux-mêmes ont certaines difficultés. Donc, ce qui est fort agréable dans la Fondation du docteur Julien, c'est que ce qu'il veut éviter, c'est que les jeunes finissent par se faire placer en centre jeunesse.
Donc, ils travaillent dans une espèce de cercle familial. Donc, on reçoit ces jeunes-là une fois par semaine depuis plusieurs années. Donc, dans un programme, comme j'ai dit, qui s'appelle Gestion colère, qui a pour but justement de trouver des pistes pour arriver à canaliser justement ce surplus de colère qu'ils ont, soit à cause des difficultés à la maison, à vrai dire, plus souvent à cause des difficultés qu'ils ont à la maison. Thank you so much for your answers. So YPI has touched the lives of 10% of Canadians since 2002. We have plans to continue to grow since we launched as a public foundation, continue to drive impact to charities on the ground and communities across the country, engage 40,000 students every year, and touch the lives of 400,000 people every year. So 1% of Canadians approximately being engaged with social issues that are urgent and need our attention. Alors, la Fondation a réussi à toucher la vie de 10% des Canadiens depuis 2002. On continue de travailler avec les jeunes depuis que la Fondation est devenue publique il y a quelques années. On travaille avec plus de 20 000 jeunes par année pour continuer de toucher la vie des jeunes et continuer l'œuvre de la Fondation. So we have the three priorities: more impact for charities and social issues, more impact for youth and schools, and our third is having a deeper systems impact. So one of the things that we're doing is actually collaborating with other peers in the sector to really deepen young people's understanding of how social impact works. Where, for an example, we're working with the Maytree Foundation to apply a human rights lens to our educational projects. So looking at social issues as a violation of human rights and building a culture of human rights in Canada through collaborations. On travaille avec la Fondation Maytree. On regarde les problèmes sous une lentille de droits de la personne et d'encadrer ces problèmes-là comme des problèmes de droits de la personne. On essaie de travailler sous trois angles. Une amélioration des systèmes, une amélioration systémique, une amélioration aussi dans les écoles, chez les jeunes en éducation et dans la communauté. Et aussi d'améliorer le travail des œuvres caritatives et le travail qu'on fait au Canada pour améliorer la vie des jeunes et les communautés. Merci. Dernière question. J'ai une question pour Holly. Quelles sont vos suggestions pour s'impliquer les jeunes dans le processus philanthropique? What are your key suggestions for engaging youth in the philanthropy process? Well, you can always work with YPI. I should put that out there. But there are plenty of ways. Young people are working on boards. They're being consulted with in communities across the country. We work at the school level because we want to be inclusive across the grade level. So young people who maybe don't see themselves as actors in their community before they're given the opportunity, we want to reach those young people and bring them in and let them know they belong in social impact. Alors, à travers YPI, on peut le faire, mais on travaille aussi dans les écoles. On va aller chercher les jeunes qui ne savent pas encore l'impact qu'ils peuvent avoir. Et on veut travailler. Les jeunes travaillent déjà sur des conseils en bénévolat dans plusieurs groupes communautaires, mais nous, on va aller chercher les jeunes dans les écoles qui ne savent pas encore l'impact qu'ils peuvent avoir, qui ne savent pas encore tout ce qu'ils peuvent faire. Et on va aller chercher ces jeunes-là et les amener à travailler avec nous dans la philanthropie. Merci. Je pense que cette question-là permet de bien conclure notre événement. Moi, je veux remercier tous ceux nos panélistes qui ont partagé leurs expériences, des grandes expériences, dans certains cas qui sont depuis des décennies, dans d'autres toutes nouvelles. Puis on a fait le choix d'inviter aussi quelqu'un
d'une autre ville pour partager d'autres initiatives qui se font dans la philanthropie. Je veux remercier toute l'équipe technique de traduction qui a permis la collaboration de partager les idées dans l'une ou l'autre langue. Et je vous invite au cocktail qui s'appelle cocktail de réseautage, puisqu'on continue ce que vous avez déjà commencé dans la salle, c'est-à-dire à partager les questions, discussions. Alors, merci beaucoup d'être venus et à la prochaine.